Hello, bienvenue dans cet épisode de mon podcast Le Haut d'Antoc. Merci de me rejoindre cette semaine. Aujourd'hui, l'épisode sera consacré au fait que vous ne connaissiez pas sur Code Lyoko. On va commencer avec des faits qui concernent les éléments de Code Lyoko dans notre monde réel. Bon visionnage ou bonne écoute, et j'espère que vous apprendrez des choses que vous trouverez aussi surprenantes ou amusantes que moi. On commence tout de suite avec le fait numéro 1. Est-ce que vous saviez que les lieux emblématiques de Code Lyoko sont en fait des lieux existants dans notre monde réel, et plus précisément dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France? Le collège Cadic est en effet basé sur la cité scolaire La Canale, un établissement privé qui fait collège, lycée et prépa dans la ville de Sceaux. L'établissement est généralement appelé collège Cadic dans Code Lyoko, mais en réalité il fait aussi collège et lycée, puisque Yumi et William sont dans la classe au-dessus de Jérémy, qui a sauté une classe, de Aelita et Dodd, et que dans mes souvenirs, ils sont en seconde dans la saison 4. En tout cas, dans Code Lyoko Evolution, ils sont toujours à Cadic et ils sont tous au lycée. On reconnaît l'entrée de Cadic par laquelle on voit parfois nos héros passer, quand Yumi rentre chez elle le soir, quand ils sortent en ville ou quand ils vont en sortie. On reconnaît bien la cour de Cadic avec notamment les passages couverts entre les bâtiments où les personnages ont souvent des conversations privées. Et l'usine de Code Lyoko est en fait l'ancienne usine Renault de Billancourt qui a été fondée en 1989 et fermée en 1996, située sur l'île Seguin, où se trouve l'actuelle salle de concert et de comédie musicale, la Scène Musicale. Vous vous rappelez du groupe Subsonics ou Subdigital ? Les Subdigital, qui étaient nommés Subsonic au début de Code Lyoko, sont un groupe de musique dont la plupart des élèves du collège Cadic sont fans. Et fait numéro 2, est-ce que vous saviez que les membres des Subdigital étaient inspirés des membres de l'équipe de Code Lyoko ? Le groupe est composé de 3 membres, Chris Morales, le batteur, Nico, le guitariste, et Ben, le bassiste. Ils se sont rencontrés à Cadic où ils étaient tous les 3 élèves. Tous les 3 sont basés sur un membre de l'équipe de Code Lyoko. Chris est inspiré de Chris Di Sabatino, un des producteurs. Ben, ou Benoît, est inspiré de Benoît Di Sabatino, un autre des producteurs. Et Nick, ou Nico, est inspiré de Nicolas Atlan, également un producteur. Les personnages ressemblent d'ailleurs tous les 3 à leur homologue réel. Et enfin, Sophie, la manager du groupe dans Code Lyoko, est probablement inspirée de Sophie de Croisette, la directrice de l'écriture des 3 premières saisons. Dans le dessin animé Code Lyoko, les chansons des Subdigital sont régulièrement citées ou diffusées dans les épisodes à partir de la saison 2. Les membres du groupe font également partie de certaines intrigues. Les mentions des chansons dans Code Lyoko. La chanson On va s'envoler est quasiment la seule chanson des Subdigital qu'on entend tout au long de la série. Elle est le générique des saisons 2 à 4. William la cite dans l'épisode 1 de la saison 2, Nouvelle Donne, quand il vient d'arriver à Cadic et qu'il fait connaissance avec Yumi. Tu sais, c'est censé d'être insensé. La chanson passe à la radio dans l'épisode 4 de la saison 2, Un grand jour. Elle est le réveil d'Ulrich dans l'épisode 5 de la saison 2, Mr. Puck. Allez, debout, c'est l'heure. Sissi et Ulrich l'écoutent dans l'épisode 6 de la saison 2, Saint-Valentin. Elle passe à la radio dans l'épisode 9 de la saison 2, Les jeux sont faits. Sissi et Hervé l'écoutent pendant qu'ils sont enfermés dans une voiture dans l'épisode 19 de la saison 2, Guerre froide. C'est le réveil d'Odd dans l'épisode 2 de la saison 3, Yoko-1. Détends-moi si je réveille. Les paroles de la chanson Il est censé être insensé sont également le titre de l'épisode 24 de la saison 4. Et Sissi l'écoute sur son MP3 dans l'épisode 29 de la saison 4, Contre-attaque. Tiens. Mais bien que l'épisode 24 de la saison 4, Il est censé être insensé, soit nommé d'après les paroles de On va s'envoler, lors du concert des Subdigital dans cet épisode, on peut entendre pour la seule et unique fois une autre de leurs chansons, la chanson Planète Net. Jérémy, Xana est passé à l'attaque et viennent d'annuler la première partie avec Aelita. Mais à mon avis, la chanson la plus marquante dans Code Lyoko, ce n'est pas une chanson des Subdigital. C'est la chanson Vous ne devriez pas qu'on entend dans l'épisode 18 de la saison 1, Musique mortelle, et qui hypnotise les gens qui l'écoutent. Vous ne devriez pas. Les mentions et apparitions des membres des Subdigital dans Code Lyoko. Dans l'épisode 6 de la saison 2, Saint-Valentin, Sissi invite Ulrich à assister à un concert des Subdigital qui s'appelle à ce moment-là encore Subsonics, car c'est son groupe préféré.
Chris Morales, le batteur, apparaît pour la première fois dans l'épisode 3 de la saison 4, première partie. Il rend visite à son oncle Jim. Si vous vous rappelez bien de la série, vous aurez pu deviner qu'il était le neveu de Jim puisqu'il porte le même nom de famille, Morales. Il rend donc visite à son oncle Jim, qui est le prof de sport de Cadix, et il est à la recherche de jeunes talents à auditionner pour faire la première partie du groupe à leur prochain concert. Ben, le bassiste, Nico, le guitariste, et Sophie, la manager, apparaissent pour la première fois dans l'épisode 7 de la saison 4, Leçon de choses. Dans cet épisode, on les voit faire passer le dernier tour d'audition pour leur première partie. C'est Alita qui est sélectionnée. C'est dans l'épisode 24 de la saison 4, Il est censé être insensé, qu'Alita doit performer la première partie du concert. Mais elle en est empêchée par Sophie qui est possédée par Xana. Le groupe commence son concert. Et c'est là qu'on peut entendre Planète Net. Sûrement un coup de Xana. Allons voir ce qui se passe. On se rejoint à l'usine. Alerte Xana, il a dû arriver quelque chose. Les Subdigitales apparaissent également dans la BD Yumi Subdigital Groupie. C'est la 5e et dernière BD issue du magazine Code Lyoko, sur lequel je reviendrai dans la 3e partie de ce long épisode en 3 parties consacré à Code Lyoko. La BD commence à un concert des Subdigitales. Le groupe cherche une danseuse pour apparaître dans leur prochain clip. Après le show, les stars tirent 3 noms parmi les personnes du public pour être finalistes. Les nominés sont Sissi, Yumi et une fille qui s'appelle Fleur. Yumi appréhende cette entrée rapide dans le monde des stars, mais lorsqu'elle apprend que ses amis la considèrent comme pas très fun et drôle, elle se vexe et est bien décidée à leur prouver le contraire. Lors du casting, les filles doivent se présenter. Sissi est très à l'aise et raconte sa vie, Fleur est nerveuse et timide, et Yumi ne trouve à dire que son prénom pour se présenter. Après les présentations, Yumi est la première à danser. Sa performance, inspirée des combats sur Lyoko, impressionne. Jalouse, Sissi s'arrange pour qu'un pot de peinture en équilibre bascule sur Yumi, mais elle l'esquive. Alors que Yumi s'apprête à se venger de son ennemi, les Subdigitales annoncent que c'est Sissi qui a gagné et qui tournera dans leur clip. Mais ils annoncent aussi qu'elle aura un partenaire, Paco le roi du disco, c'est-à-dire Jim. Yumi savoure donc sa vengeance en regardant Sissi danser sur du disco avec Jim. Dans Code Lyoko Evolution, si vous ne savez pas ce que c'est, j'y reviendrai dans la partie 3 du podcast. Dans Code Lyoko Evolution, l'apparition des Subdigitales est très brève. Une photo du groupe, c'est-à-dire un dessin issu du dessin animé original, est visible sur la page du réseau social Friendspace d'Aelita dans l'épisode 19, Le piège. J'ai pas de piste, mais c'est incroyable. Dans la série de romans Code Lyoko Chronicles, sur laquelle je reviendrai aussi dans la 3e partie de cet épisode, le groupe apparaît sous le nom de Subdigitals. Ses membres sont le guitariste Freno, le joueur de synthé Boomba, le bassiste Mystique et la chanteuse Gardenia. La manager du groupe n'a pas de nom. Le groupe a un single qui s'appelle Love Love Punka dans la version anglaise. Mais je n'ai pas lu ces livres et je n'ai pas trouvé d'informations en français, donc je ne sais pas si le titre est différent chez nous. Fait numéro 3, je l'ai mentionné tout à l'heure, est-ce que vous savez pourquoi les Subsonics sont devenus les Subdigitales ? Comme je le disais, les Subdigitales s'appelaient donc les Subsonics au départ. Dans l'épisode 3 de la saison 4, première partie, on apprend que le groupe a été forcé par leur société de production de changer de nom. Tant qu'on ne leur aura pas ramené des jeunes talents, la boîte de prod nous lâchera pas les baskets. Déjà qu'on voulait pas changer de nom. En réalité, les Subsonics sont un groupe qui existe dans notre monde, et donc la série a décidé de changer le nom pour le nom Subdigital qui n'était pas pris. Fait numéro 4, est-ce que vous savez que vous pouvez écouter les Subdigitales en vrai dans notre monde réel ? En effet, 2 albums des Subdigitales ont été édités par EMI Musique France. En 2006, la version française est sortie en France, et en 2007, la version anglaise est sortie dans les autres pays. Les chansons sont les mêmes sur les 2 albums, et elles parlent d'amitié et de contact par internet. Les titres sont Planète Net, Ouvre les yeux, Technoïde, D'ici et d'ailleurs, Ensemble, Sauver le monde, Rodéo, La tribu, S'en aller, Bienvenue, S'envoler, et aussi le générique Un monde sans danger. La pochette de l'album montre nos 5 Lyoko guerriers, ce qui rend l'album reconnaissable dans notre monde réel, mais qui n'aurait pas vraiment de sens dans le monde de Code Lyoko. L'autre point amusant, c'est que Yumi, Ulrich, Odd et Alita sont représentés en 3D sur Lyoko, ce qui fait que Jérémy est le seul des personnages à être représenté en 2D sur la pochette. Au collège et au lycée, j'avais beaucoup d'amis que j'avais rencontrés sur internet, certains avec qui l'amitié a duré peu de temps, et d'autres que j'ai rencontrés en vrai, qui sont devenus mes meilleurs amis et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc les chansons des Subdigitales me parlaient beaucoup. En les écoutant encore aujourd'hui, je trouve que les paroles sont plutôt de bonne qualité. Pour de la musique qui cible les collégiens, on n'est pas sur des paroles trop cucu, je dirais.
Et je les écoute encore avec plus de plaisir que d'autres chansons pour la même tranche d'âge, comme celle des troupes Canal J par exemple, dont je parlerai dans un prochain épisode. C'est peut-être aussi dû au fait qu'elles sont chantées par des adultes et pas par des enfants. Je vous propose ma tier list personnelle des chansons des Subdigitales. Dans la catégorie S, ou le meilleur choix, je mettrai La Tribu et D'ici et d'ailleurs. Et nos espoirs sont communs, soudés jusqu'au bout du chemin. Nos routes sans nous perdre de vue. Nous venons d'ici et d'ailleurs, pourvu que nous soyons au cœur. Nous sommes des électrons rockers, libres. Dans la catégorie A, ou le deuxième meilleur choix, je mettrai Planète Net et S'envoler, les deux chansons qu'on entend dans Code Lyoko. Moi ma planète est nette, je viens pêcher en ligne chaque jour. On me dit que je ne suis qu'un bon à rien, un vrai loser. Hey, d'un mot qui sonne, je ne suis plus dans le coup. Une flèche au cœur. Dans la catégorie B, bien mais pas génial, je mettrai Sauver le monde, Rodéo, S'en aller et Technoïde. La nuit je vais sauver le monde, je passe entre les bombes, je laisse aucun répit à mes ennemis. Cascade toujours plus comme des malades à l'endroit, à l'envers, escalade dans les étoiles. Délirer bien, vivre la tête dans les étoiles, à l'endroit ou à l'envers. Dans la catégorie C, moyen, je mettrai Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, entre dans la sonde, choisis bien ton code, au cœur de la géode. Dans la catégorie D, ou un peu moins que moyen, j'ai rien mis. Dans la catégorie E, ou pas terrible, je mettrai Ensemble. Oui, nous serons Et dans la catégorie F, ou le pire choix, je mettrai Bienvenue. compagnons de route, liberté. En fait, à l'époque, j'écoutais tout ce qui est dans les catégories B à S, et j'écoutais pas du tout tout ce qui est dans la catégorie C à F. Vous avez bien sûr le lien en description pour écouter les Subdigitales, et soit vous rappeler de bons souvenirs, soit vous faire votre propre avis. Fait numéro 5, est-ce que vous saviez que l'univers de Code Lyoko avait fait partie du Futuroscope ? De 2008 à 2018, le monde des enfants au Futuroscope incluait un espace de jeu en intérieur nommé Objectifs locaux. Personnellement, je suis allée une fois au Futuroscope avant 2008 et une fois cette année, donc je n'ai jamais vu cet espace en vrai, mais j'ai trouvé pas mal de vieilles photos sur internet, donc je vais essayer de vous les afficher aussi à l'écran. Et vous aurez bien sûr les sources en description. L'espace Objectifs Lyoko était un espace en intérieur de 300 mètres sur 2 niveaux, accessible aux enfants de 2 à 12 ans et reprenant les codes couleurs de certains territoires de Lyoko et les images des personnages et des monstres sur les murs. Le cœur d'Objectifs Lyoko était l'arène pour les enfants de 5 à 12 ans aux couleurs du territoire désert. On circulait entre les deux niveaux par un escalier ou 2 toboggans en colimaçon. En haut et en bas, des canons à boules permettaient de tirer des balles en mousse. Au plafond, un filet se remplissait de balles qu'on libérait en tirant une corde. Et enfin, des tuyaux aspiraient les balles pour les cracher en l'air. Au premier étage, on pouvait également s'allonger dans des fauteuils pour essayer un jeu Code Lyoko exclusivement créé pour le Futuroscope. Le principe du jeu était de bouger son bras pour déplacer des objets à l'écran. Au rez-de-chaussée, on trouvait un espace réservé aux tout petits à partir de 2 ans, une aire de jeu en intérieur qui reprenait les couleurs du territoire banquise. L'autre partie du rez-de-chaussée était la fabrique, terminée par le cas caractéristique des mots du vocabulaire de Code Lyoko. Elle était ouverte pendant les vacances scolaires de 14h à 18h et proposait des activités créatives et artistiques avec des noms d'inspiration japonaise. L'activité Code Kogal consistait à se faire maquiller d'après un modèle choisi dans un manga. L'activité Code Kami consistait à créer son propre personnage virtuel avec du fil de fer. L'activité Code Doshinji consistait à réaliser une bande dessinée. L'activité Code Goodies consistait à colorier les personnages de la série. Et l'activité Code Kawaii consistait à créer son propre animal futuriste.
On pouvait aussi participer à la création d'une fresque, fabriquer des magnets ou des colliers en perles, prendre une photo souvenir avec les personnages de Code Lyoko recréés, marcher sur un tapis interactif qui figurait entre autres la mer numérique et jouer à des jeux vidéo. Il y était parfois aussi organisé des week-ends thématiques. Fait numéro 6, est-ce que vous saviez que les compositeurs du générique avaient fait un procès aux Black Eyed Peas ? Justine Sainte et Yigal Amar, les auteurs d'Un monde sans danger, le générique de Code Lyoko, accusent les Black Eyed Peas d'avoir plagié leur titre avec leur chanson Whenever, issue de l'album The Beginning sorti en 2010. Je vous laisse en écouter un bout pour vous faire votre avis. Et je vous mettrai le lien vers la chanson complète en description. En 2011, Justine Sainte et Yigal Amar envoient une mise en demeure à Fergie et will.i.am qui restent sans réponse. En 2018, les deux artistes lancent une procédure aux côtés de Noam Kaniel, un artiste qui a chanté de nombreux génériques de dessins animés comme ceux de Goldorak quand il était enfant, et qui a adapté Code Lyoko en anglais. Ils réclament la somme de 4 millions de dollars aux Black Eyed Peas. Le tribunal de Paris juge leur demande irrecevable en 2021. Malgré les similitudes, la demande est également rejetée par la Cour d'appel de Paris. Pourtant, les auteurs n'ont pas été les seuls à remarquer une ressemblance. Les internautes ont également émis des doutes. L'un d'eux déclare « Autodésigné expert du générique de Code Lyoko, je leur donne raison aux auteurs du générique. » Un autre affirme « En réécoutant le titre en question, je me souviens que je m'étais fait la réflexion que ça ressemblait au générique de Code Lyoko, mais sans plus. Finalement, l'info n'est pas si surprenante. » En plus, ce n'est pas la première fois que les Black Eyed Peas font l'objet de ce genre d'accusation. En 2009, le DJ Adam Freeland visait le groupe pour avoir copié son morceau Man Cry dans leur chanson Party All the Time. Et en 2010, c'est la chanteuse Ebony Latrice Batts qui les attaquait pour avoir plagié son titre Boom Dynamite dans leur chanson Boom Boom Pow. À la suite du rejet de la plainte en appel, Justine Sainte et Yigal Amar auraient indiqué vouloir continuer la procédure auprès de la Cour de cassation, mais pas de nouvelles depuis. Et enfin, un fait numéro 7 rapide pour terminer la partie 1 de cet épisode consacré à Code Lyoko. Est-ce que vous aviez remarqué que Odd et Jérémy étaient doublés par la même personne ? C'est en effet Raphaël Bruno, à qui on doit aussi la voix de Cédric dans le dessin animé du même nom, qui fait à la fois la voix de Jérémy et la voix d'Odd. Vous avez aussi le lien en description si vous voulez regarder Cédric, qui est disponible sur YouTube comme Code Lyoko. On va continuer à parler des faits que vous ne connaissez pas dans Code Lyoko, et on va parler spécifiquement des genèses et des suites de la série. Et on commence tout de suite avec le premier fait de cette semaine. Est-ce que vous saviez que Code Lyoko avait un court-métrage pilote qui s'appelait Garage Kids ? On va remonter ensemble aux origines de Code Lyoko. Garage Kids, c'était un court-métrage qui est considéré comme l'épisode pilote de la série. En 2001, Thomas Romain et Tania Palumbo, les créateurs de Garage Kids et donc de Code Lyoko, terminent leurs études à l'école des Gobelins à Paris. C'est une école très connue dans le domaine de l'animation. Garage Kids est leur projet de fin d'études. Le court-métrage est réalisé en anglais et, comme je l'ai dit, souvent considéré comme le pilote de la série. C'est à la fois vrai et faux. Garage Kids se voulait initialement être le pilote d'une série qui aurait intégralement repris le concept, ce qui n'est pas le cas de Code Lyoko. Les projets de fin d'année des étudiants des Gobelins sont présentés au Festival d'Annecy. Et donc Garage Kids est présenté au Festival d'Annecy de juin 2001. C'est là qu'il est repéré par les responsables de Moonscoop, une entreprise du secteur audiovisuel français spécialisée dans la création et la commercialisation de marques pour la jeunesse comme les dessins animés Les 4 Fantastiques, Titeuf, Geronimo Stilton, Tara Duncan, Funky Cops, Casper ou encore Alien Bazar et bien d'autres. La société était en liquidation judiciaire en 2014 et n'existe plus aujourd'hui. Mais en 2001, Moonscoop repère donc un de ses plus grands succès au Festival d'Annecy. Par la suite, Thomas Romain se détourne du projet, tandis que Tania Palumbo devient la directrice artistique de la série. Voyons ensemble ce qui a été gardé et ce qui a été changé de Garage Kids à Code Lyoko. Je vous le disais, Garage Kids devait à l'origine être le pilote d'une série qui aurait repris entièrement son concept. Code Lyoko ne reprend donc pas entièrement le concept de Garage Kids, il y a pas mal de choses qui changent. Mais il y a aussi pas mal de choses qui sont restées. D'abord, Garage Kids introduit les personnages principaux de Code Lyoko, et on y retrouve Jérémy, Ulrich, Yumi et Odd, mais pas Elita. Le concept est déjà celui de collégiens combattant en secret dans un monde virtuel contre une intelligence artificielle. Dans Garage Kids, c'est le monde virtuel qui est appelé Xana, ou plutôt Xanadu au départ, et pas l'entité ennemie comme dans Code Lyoko. Odd est présenté comme ayant rejoint le groupe des Lyoko guerriers alors qu'il luttait déjà contre l'IA, alors que dans la préquelle de Code Lyoko, Le Réveil de Xana, un épisode en 2 parties diffusé à la fin de la saison 3, on voit que le groupe s'est constitué dès la découverte du monde virtuel, avec Odd déjà parmi eux.
Les dessins du court-métrage étaient beaucoup plus complexes que ceux de la série et inutilisables pour un projet aussi long. Le style graphique change donc entre les deux médias. Dans la partie 1 de la genèse dont je viens de vous parler, le réveil de Xana, partie 1, on peut noter que Yumi plaque Ulrich à terre pendant leur entraînement d'arts martiaux et qu'ils rougissent tous les deux. C'est un plan qui existait déjà presque à l'identique dans Garage Kids. That's Yumi. She trains every day with Ulrich. So you better not give her a hard time. La phrase qui conclut Garage Kids, le Can you keep a secret ou Peux-tu garder un secret, lancé par Yumi à Odd, est dite par Jérémy à Ulrich dans Code Lyoko. Can you keep a secret? Tu crois que tu saurais garder un secret? Cette phrase a aussi été un slogan promotionnel de la série. Les dessins de nos héros dans le générique de fin de la saison 1 viennent tout droit du générique de fin de Garage Kids. En ce qui concerne le concept de la série, comme Unscoop a adopté Code Lyoko, ils étaient surtout intéressés par l'univers graphique et le concept de base, le monde virtuel géré par un super ordinateur dans une usine souterraine. Au-delà de ça, ils souhaitaient que l'aspect jeu vidéo soit plus présent, mais également que la démarcation entre monde réel et virtuel soit bien marquée, afin que les enfants comprennent que les jeux vidéo ne sont pas la réalité. Pour répondre à ces deux objectifs, Lyoko a dû être réalisé en 3D, alors que dans Garage Kids, il était prévu qu'il soit réalisé en 2D. Les pouvoirs des Lyoko guerriers ont également dû être limités au monde virtuel, alors que dans Garage Kids, on peut voir Yumi utiliser sa télékinésie sur Terre. À mon avis, ce changement est une bonne chose, car il signifie que n'importe qui peut devenir Lyoko guerrier. Si nos héros avaient eu des pouvoirs sur Terre, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient des sortes d'élus et que le hasard les a fait se rencontrer ? Ou alors, est-ce que l'idée était qu'ils ont développé leurs pouvoirs sur Terre une fois qu'ils ont été sur Lyoko et qu'ils les ont utilisés là-bas pour la première fois ? En tout cas, personnellement, j'aime bien le fait que leurs pouvoirs soient limités à Lyoko. Mais quand j'étais en primaire avec mon meilleur ami, on jouait tout le temps à Code Lyoko parce que c'était notre dessin animé préféré. Et on n'incarnait pas des personnages de Code Lyoko. On était nos propres personnages rajoutés dans le dessin animé. Et nous, on avait des pouvoirs sur Terre. On avait défini dans la cour exactement où était le bureau de Delmas, où était l'entrée de l'usine, où est-ce qu'on descendait par la corde. Mais pourtant, à l'époque, on connaissait pas Garage Kids. L'autre gros point qui a été changé de Garage Kids à Code Lyoko, c'est que Code Lyoko se voulait évolutif. L'idée était que les héros découvrent le monde virtuel petit à petit et tout au long de la série, comme c'est un peu plus le cas dans la saison 4. Mais cette formule a été jugée risquée par le studio, car elle rendrait la fidélisation du spectateur plus difficile. Généralement, quand on tombe sur un épisode de dessin animé, on peut regarder n'importe lequel dans n'importe quel ordre et on comprend ce qui se passe, contrairement à ce qui peut être le cas quand on regarde une série. Mais s'il y a trop de références au contexte ou aux épisodes précédents, on est perdu. C'est d'ailleurs pour ça que les séries live-action de format 45 minutes incluent généralement des résumés des épisodes précédents au début de leurs épisodes. Code Lyoko prend donc le schéma scénaristique basique de la saison 1, des épisodes répétitifs et visionnables dans n'importe quel ordre. Écrire tout ça m'a rappelé que la toute première fois que je suis tombée sur Code Lyoko à la télé, c'était une scène sur Lyoko et j'avais été rebutée par la 3D et le fait de pas comprendre ce qui se passait. Alors peut-être que c'est effectivement la répétition qui m'a aidé à comprendre et qui m'a gardée, et que si la série avait été plus évolutive, je serais jamais devenue fan. Quoi qu'il en soit, ça m'amène à mon fait suivant. Savez-vous pourquoi Thomas Romain, un des créateurs de Garage Kids, a quitté le projet ? L'accumulation des changements que j'ai cités jusqu'ici, qui sont des points de désaccord entre la production et Thomas Romain, l'amène à quitter complètement le projet en 2003, alors que les premiers scénarios commencent à voir le jour. C'est pourquoi dans les génériques de Code Lyoko, le nom de Thomas Romain apparaît en tant que créateur de la bible graphique et littéraire seulement, tandis que celui de Tania Palumbo, qui est restée sur le projet, apparaît également en tant que directrice artistique. Pendant que Code Lyoko se développe et prend de l'ampleur, Thomas Romain quitte la France pour aller vivre son rêve pour faire de l'animation au Japon. C'est ainsi que naît son deuxième projet, que vous connaissez peut-être, Oban Star Racer. Perdu très loin de la terre, abandonné sans repère, mollet fonçant te retourner. Je me souviens aussi de la première fois où j'ai vu Oban Star Racer à la télé quand c'est sorti, et ça devait mentionner que c'était par les créateurs de Code Lyoko parce que je sais que j'avais déjà cette info. Et comme pour Code Lyoko, je me souviens d'avoir été rebutée par les graphismes et aussi par le concept de course. En vérité, j'ai regardé un petit bout d'épisode et le générique pour faire cette vidéo, et en fait, je crois que j'aimerais bien la série.
En tout cas, le site de fancodeloco.fr contient des screenshots d'un forum consacré à l'animation sur lequel Thomas Romain donnait des explications sur son retrait du projet Code Lyoko. Dans un souci d'exactitude et puisque la source existe et est accessible, je vais vous les lire. Je reviens sur le hors-sujet de ton post mettant en parallèle Aubane et Code Lyoko. Oui, en effet, ce sont deux projets que j'ai développés, avec deux équipes distinctes, à peu près au même moment en 2001-2002. Il fallait faire un choix, j'ai préféré Savin Yetman-Eiffel, scénariste et réalisateur d'Oban Star Racers, au frère Di Sabatino, fondateur de Moonscoop. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment des projets partant chacun sur de bonnes bases, de bonnes intentions, du moins dans l'esprit de ses auteurs, vont suivre une évolution et un parcours de production différents. Honnêtement, au début du développement de Code Lyoko, qui ne s'appelait pas encore comme ça d'ailleurs, avec Tania, qui est devenue directrice artistique, on rêvait d'un mélange de Lane et de Deno Coyle. Moi j'ai pas les rêves, si vous les avez, tant mieux pour vous. Bien sûr, on n'avait pas ni talent ni l'expérience pour poursuivre dans cette voie, mais de toute façon, c'est Christophe Di Sabatino qui nous a forcé la main pour apposer une touche jeu vidéo et faire des épisodes qui ne se suivent pas. On manquait de bouteilles et on pensait que malgré tout ça pourrait être sympa, même en étant plus simple et plus jeune. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais plutôt intérêt à me concentrer sur Aubane, ça me faisait plus rêver, j'y voyais plus de potentiel. Et en espérant faire carrière au Japon, j'y ai vu une opportunité formidable. Aubane n'a pas connu le succès commercial de Code Lyoko, mais malgré ses défauts, cette série est quelque chose dont je peux être fière. Je pense que c'est un des sentiments les plus précieux dans la profession. Maintenant, je me rends compte que même ici, au Japon, tout est loin d'être rose. C'est compliqué ici aussi de faire des choses intéressantes et surtout de vivre de ces métiers pour les débutants. Il y a l'envie de faire des choses innovantes, mais ce sont les moyens et les équipes qui manquent. C'est beaucoup plus difficile de monter des budgets convenables car il n'y a ni subvention de l'État, ni apport financier des diffuseurs. Donc un conseil, bossez pour les Sabatino, les marathons et toute la clique. Mettez de l'argent de côté et bougez, venez au Japon. Un deuxième post de Thomas Romain. Je pense que le succès d'une série jeunesse est lié au nombre d'épisodes qui la composent, la fréquence de diffusion et la mise en avant par les chaînes. Bref, que le contenu compte souvent moins que la façon de présenter et vendre l'œuvre. En comparant les deux séries après juste leur première diffusion, en prenant juste en compte la saison 1 de Code Lyoko, je pense qu'il y avait plus de réactions, plus de buzz autour d'Aubane. Seulement ensuite, les frères ont enchaîné sur plusieurs saisons de Code Lyoko et la série est diffusée quasiment sans interruption depuis plusieurs années sur différentes chaînes. L'exposition est très bonne et la communauté de fans a eu plusieurs années pour se former. Les producteurs ont ensuite joué sur cette base de public pour mettre sur le marché tout un tas de produits dérivés. En outre, Code Lyoko est plus facile d'accès, les épisodes sont indépendants et les histoires simples. Avec Aubane, on a souhaité faire une série regardable par toute la famille et non pas que les plus jeunes. Il y a une certaine profondeur. Bref, le spectateur doit faire un plus grand effort pour entrer dans l'univers et suivre l'aventure sans manquer d'épisodes. Moins de public donc, mais pour ma part, je ne doute pas qu'Aubane ait laissé dans les esprits des spectateurs un souvenir plus intense que Code Lyoko. À mon avis, il enfonce un petit peu des portes ouvertes en disant que c'est le marketing qui fait qu'une série marche ou pas. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne effectivement. Et il est un peu prétentieux. Et moi, je doute pas que Code Lyoko ait laissé un souvenir bien plus vif qu'Aubane dans les esprits des gens, parce que tous les derniers anniversaires où je suis allée, on a chanté le générique de Code Lyoko. Et je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui et mes amis sont plutôt hypés alors que je pense qu'il n'y en a pas un qui connaît Aubane. Et enfin, l'avis de Thomas Romain sur Teddy Godzilla, le premier épisode de Code Lyoko. Je viens de regarder le premier épisode de Code Lyoko et je dois avouer que j'ai été assez emballée par certaines séquences. Je suis content aussi que cette série ait plu à certains d'entre vous. Certes, elle a de nombreux défauts, j'y reviendrai, mais elle reste, je trouve, assez intéressante. Bon, je ne suis pas super objectif puisque je suis l'un des deux auteurs du projet. Mais contrairement à Tania, je n'ai pas travaillé sur la production et donc je garde un regard assez extérieur tout en ayant connaissance de tous les bâtons qui ont été mis dans les roues de Tania et de son équipe extrêmement talentueuse. Pourquoi on a du mal à suivre le premier épisode ? La réponse est simple. Tout d'abord, le script est assez mal foutu. Il se passe trop de choses, on passe trop rapidement d'une séquence à une autre sans accrocher à l'intrigue. D'autre part, et c'est là le point essentiel, contrairement à toute série japonaise, les séries françaises ne sont pas feuilletonnantes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer une structure narrative ou des personnages sur plus d'un épisode, ce qui limite énormément les possibilités. À la base, Garage Kids, le nom original de Code Lyoko, avait été imaginé comme un feuilleton au cours duquel on aurait découvert en même temps que les héros le monde virtuel, ses dangers, on les aurait vus se découvrir de nouveaux pouvoirs, partir à l'aventure et protéger la réalité d'un virus informatique. Mais une telle écriture de série fait peur aux producteurs, car c'est très difficile à mettre en place, et aux diffuseurs, car cela impose de ne pas se tromper dans l'ordre de diffusion et ça peut rebuter ceux qui ont manqué les premiers épisodes. Tout cela de façon très progressive. Donc Code Lyoko se compose d'épisodes uniques qui ne se suivent pas et où on débarque dans l'histoire avec peu de repères. On est un peu perdu au début, mais je pense que le public va petit à petit se familiariser avec les personnages et les concepts de l'univers. Le monde parallèle, l'usine et le laboratoire secret, Aelita, l'allié virtuel, le retour dans le passé à la fin de chaque épisode. Artistiquement, en ce qui concerne les personnages, ayant participé à leur élaboration, mon avis n'est pas objectif. Mais comme c'est essentiellement l'œuvre de Tania, je me permets quand même de le donner. Donc à mon avis, ils ont un certain charme et bien que leur style s'inspire de l'animation japonaise, ils gardent un côté hybride, une originalité propre. Il faut aussi savoir que les personnages ont été dessinés par des animateurs chinois et qu'ils ne sont pas toujours fidèles au modèle initial.
Mon personnage préféré est Yumi, notamment lorsqu'elle change de costume au milieu de l'épisode. Mais je serais curieux de connaître l'avis de tous à ce sujet. En ce qui concerne les décors, là, il n'y a pas photo à mon avis. Que quelqu'un qui a déjà vu des décors aussi beaux sur une série française me fasse signe. L'équipe décor de la série est d'un niveau exceptionnel, il faut le souligner. Et d'une manière générale, la direction artistique globale sur la série est d'un très bon niveau. En ce qui concerne la 3D, personnellement, je ne suis pas fan. De toute façon, la volonté d'avoir des séquences en 3D dans cette série vient des producteurs. Et lorsque les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur, le résultat ne peut pas être exceptionnel. Mais il y a quand même des passages très jolis, notamment quand Aelita entre dans la tour à la fin de l'épisode. Le reste fait un peu pauvre et vide, c'est dommage. Techniquement, l'anime 2D n'est pas exceptionnel, mais il y a de temps en temps de bons passages. Je pense que c'est grâce au très bon dessin de storyboard de Thomas Astruc, un des meilleurs dans ce domaine. Petite parenthèse, Thomas Astruc a aussi été sur les dessins animés Totally Spies, Witch, Wakfu ou encore Miraculous Ladybug. Étant donné que plusieurs équipes se succèdent en animation, il y aura sûrement aussi des épisodes mieux animés. J'ai vu des line tests sur un épisode remake du film Speed qui sont vraiment bons. Encore une fois, j'ai pas la rêve, je sais pas ce que c'est ce film. Mais le contraire risque aussi de se produire. C'est difficile de gérer une qualité constante en animation sur une série, étant donné le fait que plusieurs équipes de niveaux parfois différents travaillent en parallèle sur une même série. Les bruitages et les voix ne sont pas excellents, dommage. Je trouve que la voix de Odd fait trop fille et que celle d'Alita est trop âgée, non ? Pour conclure, je pense que l'équipe de Code Lyoko mérite des encouragements, d'autant plus qu'ils sont toujours en train de travailler dur pour arriver à sortir tous les futurs épisodes en temps et en heure. Maintenant que vous savez tout sur Garage Kids, je vous laisse avec le lien en description pour regarder le court-métrage. Mais est-ce que vous savez vraiment tout sur Garage Kids ? Par exemple, est-ce que vous saviez qu'avant Garage Kids, il y avait Les enfants font leur cinéma ? En 2000, un groupe d'étudiants en animation de l'école des Gobelins, vous savez maintenant ce qu'est l'école des Gobelins, doit rendre son projet de fin d'année. Ce groupe est composé entre autres de Tania Palumbo et Thomas Romain, les créateurs de Garage Kids, ainsi que de leurs camarades Stanislas Brunet et Jérôme Cotteret. Étant dans le cursus animation, leur court-métrage doit principalement être centré sur le graphisme plutôt que le scénario. Il s'agit de créer un univers graphique, une ambiance visuelle. Comme ils sont passionnés par le Japon, ils choisissent de rendre hommage dans l'ambiance de leur film à l'ambiance sombre de l'univers de l'animateur et réalisateur japonais Koji Morimoto. C'est ainsi que naît Les enfants font leur cinéma. On y retrouve non seulement Yumi, Jérémy, Odd et Ulrich, mais aussi Millie et Tamia, les 6e qui s'occupent du journal du lycée, et même Kiwi, le chien d'Odd. Je vous mets quelques images, mais vous aurez bien sûr aussi le lien en description pour regarder le court-métrage. Maintenant qu'on a bien parlé des genèses de Code Lyoko, voyons ce que vous savez de ses suites. Est-ce que vous saviez qu'il existait une série live-action Code Lyoko ? C'est un nouveau jour quand je vous relate ce fait, donc je n'ai plus de Minerve parce que je peux de nouveau bouger. Mais bon, j'ai gardé le même pull et le même setup dans un souci d'unité. Vous aurez bien sûr le lien en description si vous souhaitez regarder Code Lyoko Evolution, si vous voulez vous y risquer. Mais d'abord, parlons de Code Lyoko Evolution. Le succès de Code Lyoko est tel que Moonscoop crée en 2013 une nouvelle série mélangeant animation 3D et prise de vue réelle intitulée Code Lyoko Evolution. Dans cette suite de Code Lyoko, Xana, que les Lyoko guerriers pensaient avoir détruite en éteignant le supercalculateur et après avoir libéré Aelita de ses attaches au monde virtuel, réapparaît. Il réactive donc le supercalculateur et retourne sur Lyoko pour découvrir les raisons de cette réapparition et arrêter à nouveau Xana. Sophie de Croisette, dont je vous ai déjà parlé, qui est la chef scénariste des saisons 1 à 3 de Code Lyoko, et Jérôme Muscadet, le réalisateur de Code Lyoko, ont coécrit les 2 premiers épisodes de la série afin d'assurer une cohérence avec la fin de la saison 4 et l'esprit de Code Lyoko. Mais la suite de Code Lyoko Evolution est réalisée par une nouvelle équipe de scénaristes dans l'optique de renouveler l'univers. Le 31 mai 2011, 4 ans après la diffusion de la fin de Code Lyoko, Moonscoop annonce la production d'une nouvelle saison de 26 épisodes baptisée Code Lyoko Evolution. L'annonce est faite en ces termes via la page Facebook officielle de la série. À tous les Lyoko fans, sans vous, Code Lyoko ne serait pas Code Lyoko. Aujourd'hui et grâce à vous, nous avons le grand plaisir de vous confirmer enfin la production d'une nouvelle saison de 26 épisodes. Vous retrouverez tous vos héros comme vous ne les avez encore jamais vus. Un mail un peu plus précis a également été envoyé à certains fans, comme par exemple les équipes de gros sites fans comme codelyoko.fr. À tous les Lyoko fans, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages nous demandant de produire une 5e saison de votre série favorite Code Lyoko, et nous vous en remercions. Aujourd'hui et grâce à vous et à vos nombreux messages, nous avons le grand plaisir de vous confirmer enfin la production d'une nouvelle saison de 26 épisodes Code Lyoko Evolution. Nous avons réussi à convaincre les chaînes de télévision partenaires de rallumer le supercalculateur et nous commençons à travailler sur les nouvelles aventures de nos héros. Vous retrouverez Yumi, Odd, Ulrich, Aelita et Jérémy comme vous ne les avez encore jamais vus. En effet, toutes les scènes du collège Cadix seront tournées en prise de vue réelle, celles de l'univers virtuel de Code Lyoko resteront en animation. De nouvelles surprises seront également au rendez-vous. Moonscoop aura le plaisir de vous tenir informé régulièrement de l'avancée de la production. Le site officiel de Code Lyoko est fermé pour l'occasion et n'affiche plus qu'une image d'annonce. De longs mois plus tard, le 3 février 2012, Moonscoop dévoile enfin le logo de Code Lyoko Evolution.
À partir de là, le casting des locaux guerriers, le tournage, la promotion et la diffusion de la série se font en seulement 1 an. Faisons ensemble un petit historique de la création de Code Lyoko Evolution. 3 jours après la révélation du logo, le site de Code Lyoko réouvre en annonçant un casting ouvert aux francophones de 14 ans et plus. Les annonces de casting sont relayées également sur les chaînes de télévision Canal J et France 4. Un ami à moi avait envoyé sa candidature pour Code Lyoko Evolution. C'est un ami que j'avais rencontré sur internet vers mes 10-11 ans via nos passions communes pour Code Lyoko évidemment, et l'équipe tonique, et avec qui je suis restée amie très longtemps jusqu'à mon master. Franchement, physiquement, il aurait pu faire un bon Jérémy, mais ça n'a rien donné pour lui. Le 22 mars 2012, Moonscoop annonce que le casting sera prolongé pour trouver l'actrice incarnant Yumi. Il s'achève le 26 mars pour tous les personnages principaux, sauf pour Yumi qui n'est castée que le 1er avril. Toujours en avril 2012, sur le site de Moonscoop, les fans découvrent un PDF de présentation de Code Lyoko et Code Lyoko Evolution mis en ligne par erreur. Enfin, codelyoko.fr dit par erreur, moi je dis que c'est un coup de com'. Ce PDF revient sur les succès de la licence Code Lyoko et révèle les nouveaux monstres, comment les lieux vont être modélisés en 3D et 3 projets de jeux vidéo et télévisés qui n'ont pas tous vu le jour. Je vous présenterai tous ces projets de jeux dans la 3e partie de cet épisode la semaine prochaine. Moonscoop retire rapidement le PDF par la suite. Vous avez bien sûr le lien vers le PDF complet en description. C'est toujours grâce au site très complet codelyoko.fr que je peux vous mettre à disposition tout ça. Fin avril, la production organise une rencontre d'1 semaine entre les acteurs et les équipes de tournage. Au programme, visite des plateaux, répétitions, travail sur la psychologie des acteurs et des personnages, partie de laser game, un esprit d'équipe s'installe. On pourrait croire que c'est là que l'histoire d'amour entre Quentin et Mélanie, alias Ulrich et Yumi, commence. Mais non, Mélanie n'est pas encore de la partie. Vous vous demandez de quoi je parle ? Je vous en dis un peu plus loin dans cet épisode. Je vous ai montré une photo de cette rencontre, mais à cette époque-là, les acteurs ne sont pas encore dévoilés publiquement. Le 27 mai, Moonscoop dévoile les nouveaux graphismes des personnages déjà existants dans une publicité pour la Japan Expo. Le 31 mai 2012, ils organisent un concours de tags afin de les utiliser dans les décors de la série. Ensuite, le tournage de la série commence le 2 juillet 2012 près d'Angoulême et dure 9 semaines. Les scènes de Cadic n'ont donc pas été tournées à Cadic. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, revenez à la partie 1 de cet épisode mise en ligne la semaine dernière. Lors des tournages, les décors et accessoires sont peu nombreux. Presque tout est fait en CGI, par ordinateur. La salle de l'ordinateur de Jérémy est le seul décor dont la modélisation intégrale aurait été si compliquée que les réalisateurs ont préféré opter pour la reproduction réelle. Entre-temps, le 4 juillet 2012, un casting de figurants est organisé au Futuroscope. Le 4 août, une première image floutée des acteurs est publiée. Et le 28 août, une nouvelle photo des acteurs pris de dos paraît dans la presse. 2 jours plus tard, France 3 publie un reportage sur le plateau de Code Lyoko Evolution, mais les acteurs ne sont toujours pas dévoilés. La situation autour de leur anonymat se tend, car de plus en plus de personnes conviées à des événements promotionnels les connaissent et font fuiter les informations. Les 21 et 30 septembre 2012, codelyoko.fr révèle en exclusivité des affiches où les acteurs sont visibles pour la première fois dans leur personnage. À partir de la fin du mois de septembre, Moonscoop dévoile une vidéo de bande-annonce chaque jeudi pendant plusieurs mois, présentant diverses nouveautés de la série. La première de ces vidéos présente la partie 3D de Code Lyoko Evolution et confirme les informations du PDF fuité du mois d'avril. Il y aura ainsi un trailer par personnage principal, des trailers sur les nouveaux lieux, les nouveaux monstres, les nouveaux véhicules et d'autres sujets encore. Bien sûr, vous aurez le lien en description vers codelyoko.fr qui nous met à disposition l'ensemble des trailers. Au mois d'octobre, Moonscoop organise un focus group sur Code Lyoko Evolution pour recueillir les avis du public cible potentiel sur un épisode. Le groupe est composé d'enfants d'employés de Moonscoop dans la tranche d'âge cible, entre 8 et 14 ans, mais aussi d'un membre de l'équipe de codelyoko.fr de plus de 20 ans pour représenter les fans historiques. Le casting de la série est dévoilé officiellement le 5 décembre 2012, en même temps qu'a lieu une avant-première privée des 2 premiers épisodes à Paris. Codelyoko.fr a bien sûr été convié à cet événement et nous met à disposition une vidéo des acteurs. Est-ce qu'on peut penser que vous allez être très souvent dans les épisodes, plus que les autres adultes de Cadic ? Ah ouais. Oui, beaucoup. D'accord, bon, merci. Tant que j'ai le micro, petite question à Gulliver. Est-ce que tu as adopté la coiffure de ton personnage ? Ça dure longtemps, mais c'était cool. Parce que maintenant, tu continues de te coiffer comme ça. Ah bah non, c'est trop dur à faire tout seul. Le premier épisode de Code Lyoko Evolution, Xana 2.0, est diffusé au grand public à partir du 19 décembre 2012, d'abord sur le site internet de France 4 pour promouvoir la série. La diffusion de la série à la télé ne commence que le mois suivant. Les épisodes 1 à 18 sortent du 5 janvier au 27 avril 2013 sur France 4. Le succès de la série n'est pas du tout celui escompté. Les fans n'en sont pas du tout fans, et Moonscoop est placé en redressement judiciaire le 1er juin 2013. Les épisodes 18 à 26 de Code Lyoko Evolution sont ensuite diffusés du 11 au 19 décembre 2013 sur Canal J. Dès le 24 janvier 2014, comme je vous le disais plus tôt, Moonscoop est mise en liquidation judiciaire et elle n'existe plus aujourd'hui.
Voyons maintenant les différences et les similitudes entre Code Lyoko et Code Lyoko Evolution. Le premier point est évident, la série est en prise de vue réelle qui remplace la 2D de Code Lyoko, mais Lyoko est toujours en 3D. 2 territoires ont disparu, le territoire forêt et le territoire banquise. Il est dit dans la série que cela est dû à la longue coupure du supercalculateur. Cependant, un nouveau territoire, un réplica nommé Cortex, fait son apparition. Un nouveau personnage, Laura Gauthier, intègre le groupe des héros et Kiwi, le chien d'Odd, n'est plus présent car il l'a laissé en garde à ses sœurs. Nicolas et Hervé, les acolytes de Sissi, ont également disparu, tout comme Millie et Tamia, les jeunes reporters du journal du collège. Sissi est le seul personnage à avoir changé d'apparence, si on ne compte pas la coupe de cheveux d'Odd. Mon pied. Tu veux pas faire attention? Désolée, Sissi, j'avais oublié que tu chaussais du 47. Imbécile. La bande originale de Code Lyoko Evolution a été intégralement refaite et n'est plus le générique mythique de Code Lyoko. C'est peut-être aussi ça qui a fortement desservi la série. Bon, ça et le fait qu'elle est mal jouée. Dans Code Lyoko, Odd avait le même âge qu'Ulrich. Pour rappel, Yumi a 1 an de plus et est dans la classe au-dessus, et Jérémy a 1 an de moins et a sauté une classe. Mais dans Code Lyoko Evolution, Odd devient plus jeune que tous ses amis. Et alors, Code Lyoko Evolution, c'est bien. Enfin, non, c'est pas bien du tout. Je veux dire, on a parlé de Code Lyoko Evolution, c'est bien. Mais comment en est-on arrivé à Code Lyoko Evolution? Vous allez voir, c'est un vrai sujet, parce que le chemin est semé de projets qui n'ont jamais abouti. Vous avez déjà entendu parler du projet Code Lyoko Reloaded? Je parie que non, parce que moi non plus j'en avais jamais entendu parler avant hier. Je suis tombée sur ces informations en cherchant autre chose, et j'ai réécrit toute une partie de la vidéo pour vous donner toutes ces informations aujourd'hui. Vous vous en doutez maintenant, je remercie encore CodeLyoko.fr, qui est vraiment une mine d'informations. Comme il l'est dit sur leur site, la plupart des informations que je vais vous présenter maintenant sont très peu connues du grand public, parce qu'issues de PDF de présentation de Moonscoop qui ont peu, voire pas du tout été relayées à l'époque. Donc, grâce au travail de compilation de CodeLyoko.fr, je vous présente aujourd'hui l'ensemble des projets annoncés entre Code Lyoko et Code Lyoko Evolution qui sont regroupés sous l'appellation Code Lyoko Reloaded. Fin 2007, Code Lyoko se termine. Sophie de Croisette, je ne vous la présente plus, avait annoncé bien avant la fin de la série que la saison 4 serait une fin propre et indépendante et qu'il n'y aurait pas de saison 5. Par la suite, elle évoquera des discussions sur un projet de quelques épisodes spéciaux qui présenteraient l'histoire de Franz Hopper, c'est-à-dire la backstory de Code Lyoko. En février 2008, le site officiel de la série annonce l'arrivée d'un Code Lyoko Movie Special, c'est-à-dire une soirée film spéciale Code Lyoko, sur Cabillon, la scène qui a diffusé les derniers épisodes de la série aux États-Unis. L'événement est même annoncé sur les 3 versions du site, en anglais, en français et en espagnol, et un compte à rebours de 5 jours est mis en place. Entre-temps, Nicolas Atlan, producteur exécutif de la série dont je vous parlais dans la partie 1 de cet épisode, annonce que la saison 5 n'est pas d'actualité, faute de négociations abouties entre France 3 et Cartoon Network. Il dit aussi que d'autres projets sont effectivement en préparation, notamment 3 longs métrages de 70 minutes qui reviendraient sur l'histoire de Franz Hopper, la fameuse backstory. Ces 3 longs métrages seraient accompagnés de films. Arrive la fin du compte à rebours et au bout du compte, ce movie special n'est en réalité que la diffusion des 2 parties de l'épisode Genèse, le réveil de Xana, accompagné de la publication d'autres vidéos et images déjà connues du public. Grosse déception. Mais en y regardant de plus près, au milieu de ces médias déjà connus, se trouve le logo inédit de Code Lyoko Reloaded. Après cette semi-info, ce n'est qu'en octobre 2008 qu'on en obtient de nouvelles. Ou pas, puisque comme je vous le disais, elles sont passées inaperçues. Moonscoop met en ligne sur la section de son site réservée aux professionnels un PDF de présentation de Code Lyoko Reloaded qui se révèle être un ensemble de projets d'extension de l'univers Code Lyoko. On y trouvait une présentation de la future série de livres Code Lyoko Chronicles, que je vous présenterai dans la 3e partie de cet épisode la semaine prochaine, une présentation du partenariat déjà existant avec le Futuroscope dont je vous parlais la semaine dernière dans la partie 1 de l'épisode, et enfin, mais surtout, un élément qui aurait dû à l'époque attirer davantage l'attention, la mention d'une possible nouvelle série avec des prises de vue réelles. C'est bel et bien la toute première mention du projet qui deviendra Code Lyoko Evolution. Le PDF présentait également d'autres projets qui n'ont jamais vu le jour, à savoir une panoplie de nouveaux produits dérivés destinés aux 8-12 ans, une vaste mise à jour de CodeLyoko.com permettant une affiliation des sites de fans et offrant des mini-jeux, un forum, un magasin de produits dérivés, une web TV et un jeu vidéo nommé Lyoko Online prévu pour 2010, mais dont on n'a jamais entendu parler à nouveau après ça. Et enfin, un MMORPG Code Lyoko teasé à nouveau une dernière fois en 2012, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Vous aurez également le lien en description vers ce PDF, grâce à CodeLyoko.fr toujours. Début 2011, Moonscoop sort un nouveau PDF de présentation très riche, mais qui ne reste en ligne que 2 jours et qui passe presque totalement inaperçu. Il présente 3 projets. D'abord, Code Lyoko The Legacy, qui se passerait immédiatement après la fin de la saison 4. Xana et le supercalculateur ont été détruits,
Et nos héros s'apprêtent à retourner à leur vie sans le monde virtuel. Mais en sont-ils vraiment capables? Le deuxième projet est Code Lyoko Reloaded New Era. 2 ans après l'extinction du supercalculateur, nos héros sont au lycée et ont presque retrouvé une vie normale. Hélas, une organisation secrète fait surface et relance le fameux projet Carthage. Cette organisation réveille une nouvelle version de Xana, contrôlable et douée de paroles qui plus est. Dans ces conditions, Aelita est-elle toujours la gardienne du monde virtuel? Tandis que Jérémy est alerté de la menace, des hommes en noir rôdent autour de Kadik et essaient d'enlever Aelita. Les héros vont donc devoir se réunir à nouveau pour faire face à cette menace. Le PDF de présentation laissait entendre que ces 2 premiers projets auraient pu être des étapes de transition vers le 3e projet, faisant de Code Lyoko Reloaded un tout. Et donc le dernier projet présenté dans le PDF, Code Lyoko Reloaded The Live Action 3D Revolution, ou l'ébauche de Code Lyoko Evolution. Le PDF explique le délaissement de la 2D au profit du live action et l'objectif de rendre la série plus moderne et de renforcer l'attachement des fans à la série en ajoutant la dimension humaine des acteurs qui favorisera l'assimilation des fans aux personnages. Il présente des moodboards pour les personnages et les lieux principaux dans une ambiance beaucoup plus street et colorée que le Code Lyoko qu'on connaît. Ce concept visuel ne voit jamais le jour et un lieu annoncé à la fin du PDF, le gouvernement, reste à ce jour inexploité. Vous savez où trouver le lien vers ce PDF. Autre information qui passe inaperçue, en avril 2011, Jean-Marc Guillemois, le patron d'un studio du groupe Moonscoop, annonce sans plus de détails et au détour d'une interview que son prochain projet est la saison 5 de Code Lyoko. Enfin, en mai 2011, Moonscoop annonce via le Facebook officiel de Code Lyoko l'arrivée imminente de Code Lyoko Evolution, et s'ensuivent tous les événements dont nous avons déjà parlé. Pour résumer, on aurait pu être mis bien plus tôt sur la voie de la préparation de Code Lyoko Evolution, mais toutes ces informations incroyables et vraiment précises qui auraient pu faire un vrai buzz dans une période de creux pour la communauté des Lyoko fans sont passées quasiment inaperçues parce qu'elles ont été postées dans des endroits dédiés à la presse. Et visiblement, même la presse ne s'en est pas emparée. Le fait suivant aurait pu faire partie de ma vidéo précédente, les éléments de Code Lyoko dans notre monde réel, mais ça me paraissait plus logique d'en parler après avoir parlé de Code Lyoko Evolution. Est-ce que vous saviez qu'Ulrich et Yumi étaient toujours ensemble? Oui, on n'a peut-être pas de suite de Code Lyoko, mais je peux vous dire de source sûre que Ulrich et Yumi sont toujours ensemble. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que Quentin Mérabet, l'acteur qui joue Ulrich dans Code Lyoko Evolution, et Mélanie Tran, l'actrice qui joue Yumi, se sont rencontrés sur le tournage de Code Lyoko Evolution, ils se sont mis ensemble dans la vie, et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, vivent à Montréal et ont un enfant. Alors, je ne sais pas à quoi va ressembler la suite de Code Lyoko, ni même si la nouvelle série en production sera une suite, mais en tout cas, vous pouvez dormir tranquille en sachant que Ulrich et Yumi ont fini par réellement faire le premier pas et qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Et là, vous allez me dire, attends, quoi? Quelle suite de Code Lyoko? Quelle série en production? Ce qui m'amène au dernier fait de cette deuxième partie de mon épisode consacré à Code Lyoko. Est-ce que vous saviez qu'un reboot appelé Code Lyoko Resurgence était en route? C'est vraiment une info toute fraîche que je vous donne là, parce que depuis 2 mois seulement, le compte Twitter nommé Code Lyoko Resurgence tease un projet fan-made en anglais. Le 1er août, ce compte Twitter Code Lyoko Resurgence partage une vidéo teaser et 4 images avec un slogan. The new and official illustration of Code Lyoko Resurgence is here. The world must be saved one last time, even if it means losing it all. Ce qui veut dire la nouvelle illustration officielle de Code Lyoko Resurgence est là. Le monde doit être sauvé une dernière fois, même si ça signifie tout perdre. Une première vidéo teaser avec les noms des épisodes a été postée sur YouTube le 21 août. Ensuite, un teaser du nouveau générique a été posté le 25 août. Et enfin, le 11 septembre, ce qui serait le générique officiel de la nouvelle série a été mis en ligne avec un tweet qui dit « Now it's official, the opening theme of Code Lyoko Resurgence is here ». C'est-à-dire, c'est officiel. Le générique de Code Lyoko Resurgence est là. Here we stand, shadowland, where silence hides the truth. Every fight that we face steals a part of you. Here we stand, cursed and damned, fading light in the endless gray. Hope is torn away. Code Lyoko rise against the fall. Code Lyoko answer to the call. Le tweet cite ensuite le compositeur, le parolier, la personne qui fait la voix principale et la personne qui fait les chœurs sur la chanson. Il précise aussi que la vidéo n'est pas définitive. J'ai vraiment pas aimé la chanson la première fois que je l'ai écoutée, mais au bout de la 3e ou 4e fois, je crois qu'on s'y fait. Ce reboot a aussi un site qui paraît assez complet avec pas mal d'infos, mais déjà le nom de Jérémy n'y est pas orthographié correctement. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vrai projet qui tient la route ou est-ce qu'il n'y aura rien au bout? Affaire à suivre.
Toutes les infos dont je viens de vous parler, les tweets, les vidéos, seront bien sûr en lien dans la description pour que vous puissiez regarder par vous-même et vous faire votre avis sur la viabilité de ce nouveau projet. Mais attendez, ce n'est pas encore la fin de cet épisode. J'ai des infos plus officielles à vous donner. Il y a maintenant 2 ans, en octobre 2023, Jérôme Muscadet, le réalisateur, et Sophie de Croisette ont été interviewés par un youtubeur espagnol. We are glad to be with you, and it's a pleasure to answer your questions. Yes, I'm very pleased. Et à la question « Y a-t-il une chance que Code Lyoko revienne un jour ?», ils ont donné les réponses suivantes, que je vous traduis de l'anglais. Jérôme « Oui », Sophie « On y travaille ». Le youtubeur est plus qu'étonné de la réponse qu'il n'attendait pas du tout. Jérôme et Sophie développent. C'est une bombe, je n'en suis pas sûre, mais quelque chose est peut-être en préparation, on en discute. Je pourrais être plus précis dans 1 mois ou 2. Malheureusement, coordonner, réaliser et produire une série prend du temps. C'est une question de droit, qui a les droits, comment financer. Mais le projet est en cours, et Jérôme travaille dur dessus, et tout le monde sera très heureux de retravailler sur Code Lyoko. C'est une très bonne question parce que c'est un risque pour nous, puisque nous avons déjà eu un si gros succès. Pourquoi ferions-nous quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est un risque artistique ou esthétique ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à raconter maintenant de cette série ? Mes enfants y ont réfléchi et se sont demandé quel serait le nouveau scénario pour Code Lyoko. Est-ce que ça se passerait avant la série ou est-ce qu'ils auraient grandi et seraient à l'université ? On ne sait pas encore, l'aventure commence. Je pense qu'on garderait les personnages tels qu'on les connaît, ils n'auraient pas 20 ou 25 ans mariés avec des enfants. Donc on essaie encore de voir comment continuer l'histoire, en faire quelque chose d'amusant et comment utiliser les technologies actuelles, parce qu'elles ne sont pas les mêmes que lors de la création de la série originale. L'année dernière, en mai 2024, Sophie de Croisette et Jérôme Muscadet donnent à nouveau une interview, en français cette fois, sur la chaîne Twitch Catbot. Ils réitèrent leur forte envie de retravailler sur Code Lyoko, envie portée par la forte communauté de fans toujours active. Ils confirment avoir d'autres histoires écrites depuis le début à raconter, notamment une backstory avec un ennemi secret de Franz Hopper. Ils insistent également sur la complexité à donner vie à un tel projet, à la fois pour des raisons financières, mais aussi parce qu'il est difficile de faire quelque chose de nouveau, moderne et qui intéressera les fans historiques devenus adultes, mais qui soit également fidèle à l'essence de Code Lyoko et adapté à la tranche d'âge cible du dessin animé. Une chose est sûre avec cette suite, on oublierait Code Lyoko Evolution. Plus de prise de vue réelle, on revient sur les changements apportés à l'histoire et on recommence. Code Lyoko Evolution deviendrait, comme les Code Lyoko Chronicles dont je vais vous parler la semaine prochaine, une simple suite alternative qui n'est pas canon, c'est-à-dire qui n'est pas la suite officielle. Sophie et Jérôme affirment qu'ils aimeraient avoir des nouvelles à donner à la communauté Lyoko fan à l'été 2024, mais à ce jour, pas de nouvelles du projet. Ou alors, peut-être que le reboot fan-made et cette suite officielle sont un seul et même projet, auquel Jérôme Muscadet et Sophie de Croisette auraient donné le feu vert. Après tout, le nom de Code Lyoko Resurgence ferait bien écho au nom du projet abandonné Code Lyoko Reloaded. On va parler des autres formes de médias Code Lyoko, c'est-à-dire les médias qui ne sont ni la série Code Lyoko ni la série Code Lyoko Evolution. Et on commence fort tout de suite avec un format insoupçonné pour la série. Est-ce que vous saviez qu'il existait une comédie musicale Code Lyoko ? En 2007, le site fan codelyoko.net fête les 3 ans de son forum Yumi 2004. Pour l'occasion, l'équipe du site crée une comédie musicale sur l'épisode 22 de la saison 1 de Code Lyoko, Routine. Les textes parlés de la comédie musicale sont les dialogues de l'épisode, et les chansons sont des paroles écrites par l'équipe du site par-dessus des chansons existantes. Les qualités d'enregistrement sont très aléatoires, avec des versions parfois instrumentales, et parfois carrément la version originale de la chanson sous les nouvelles paroles. La directrice du projet en disait d'ailleurs « Oh, bien sûr, ne vous attendez à rien de meilleur que ce qui a déjà été fait en matière de chansons sur le site. Matériel pourri, chanteurs pas toujours très professionnels, vous n'aurez rien d'autre que de l'amateurisme. Mais tout amateur que soit ce petit projet, je vous promets que nous nous y sommes investis à fond, et que nous vous souhaitons vraiment de vous amuser autant à l'entendre que nous nous sommes amusés à le faire. » Les chansons sont Fatigué, chantée par Xana, oui, sur l'air de Fatigué de Renaud. Ces enfants n'ont de cesse de m'exaspérer, désactivant mes belles tours sans discontinuer, fatigué. Juste une fois, chanté par Jérémy sur Dernière danse de Kyo. Séduire à tout prix, chanté par Odd sur l'air de Maigrir de Sanseverino. Séduire à tout prix et puis filer, tromper avant d'être trompé. Entière et sans phare, chanté par Ulrich sur l'air de Fille facile de Jean-Jacques Goldman. Juste un geste de lui, chanté par Sissi et Yumi sur la musique originale Juste un geste de vous de la comédie musicale Le Roi Soleil. J'ai un problème, chanté par Aïlita et Jérémy sur la musique originale J'ai un problème de Johnny Hallyday. Les vagues au loin m'emportent, chanté par Yumi sur l'air de Un ange frappe à ma porte de Natacha Saint-Pierre. Lyoko s'ébranle, chanté par Aïlita et Xana, le duo qu'on attendait tous, sur l'air de Carry Your Cross de Tiamat. Vas-y regarde-moi, chanté par Sissi sur l'air de Toutes les femmes de ta vie des L5.
Et tu ne résisteras pas longtemps, malgré ton expression glacée. Tu fondras dans très peu de temps, j'ai déjà gagné. Ne mourrez pas, chanté par Alita, Hot, Jérémy, Ulrich, Yumi et Xana sur l'air de Dangerous Mind de Within Temptation. Le Presque Baiser, chanté par Yumi et Ulrich sur la chanson Le Grand Secret d'Indochine. Et Dis-lui enfin, chanté par Alita sur l'air de Parle et ça passe de Jeanne Masse. Alors je ne sais pas de source sûre pourquoi l'équipe a choisi cet épisode en particulier pour en fin de comédie musicale, mais si je devais deviner, je dirais que c'est parce que c'est un épisode très centré sur les relations et les histoires d'amour entre les personnages, donc amusant à reprendre et surtout propice à mettre en chanson. La comédie musicale n'est plus disponible sur le site codeloco.fr parce que le lecteur de musique est en flash, une technologie obsolète qui ne fonctionne plus. Mais en 2022, j'ai pu retrouver des membres de l'équipe sur Twitter et j'ai eu la chance qu'ils veuillent bien m'envoyer tous les fichiers de la comédie musicale qui sont maintenant disponibles sur mon autre chaîne YouTube et dont vous aurez bien sûr le lien en description. En vérité, à l'époque, je ne suis même pas sûre d'avoir écouté une fois la comédie musicale en entier, mais par contre, avec mon meilleur ami, on connaissait le bêtisier par cœur. Le lien du bêtisier sera aussi dans la description. Je vous laisse découvrir ce projet très fun. On va parler d'un format un peu plus connu maintenant. Est-ce que vous avez lu les romans et les BD Code Lyoko ? La majorité des livres Code Lyoko ne sont rien de plus que des épisodes de la série adaptés au format papier. Dans la collection de BD Manganime, vous trouverez ainsi les épisodes 1 et 22, Teddy Godzilla et Enragé, regroupés dans la BD L'aventure commence, et les épisodes 10 et 15, Créatures de rêve et Crise de rire, regroupés dans la BD L'aventure continue. Crise de rire qui est par ailleurs un de mes épisodes préférés où nos héros jouent Roméo et Juliette, et Xana libère du gaz hilarant pendant la première représentation avant le retour vers le passé. C'est aussi l'épisode où les parents de Yumi se disputent et parlent de se séparer, et Yumi utilise la deuxième représentation après le retour vers le passé, en invitant chacun de ses parents et en lui disant que l'autre ne sera pas là pour les obliger à se parler et à se réconcilier. En termes de bande dessinée, il existe aussi la BD Panique à l'usine, qui est une aventure originale cette fois-ci. C'est en fait la publication sous forme de livre du premier épisode de la BD du magazine officiel Code Lyoko, dont je vous parlais dans la partie 1 de cet épisode, et dont je vais vous parler un peu plus en détail plus tard dans cette troisième partie. Il existe aussi un livre exclusif à l'Espagne qui n'est pas un livre qui raconte une histoire, mais plutôt un livre compagnon. Il s'appelle Código Lyoko El Gran Libro, soit Code Lyoko le Grand Livre, et il est sorti à l'époque où la série était un énorme succès dans ce pays. C'est un très beau livre qui regroupe des informations sur les personnages principaux et secondaires dans leur tenue de la saison 4, sur les lieux principaux sur Terre et sur Lyoko et sur les monstres de Xana, ainsi que des anecdotes et des jeux. Vous avez le lien en description pour télécharger le livre en PDF, merci codeloco.fr. Et donc je vous le disais en introduction, en plus des BD, il existe des romans Code Lyoko. Il y a une série de 12 livres de la Bibliothèque Verte qui reprennent certains épisodes aléatoires du dessin animé. Personnellement j'en ai 4 parce que je suis tombée dessus par hasard en brocante, mais je crois que je les ai jamais lus. J'en ai peut-être lu un. Bien que ce soit la seule série de romans complète en France, ce ne sont pas les seuls romans Code Lyoko. Ce qui m'amène à mon fait suivant, est-ce que vous saviez qu'il existait des épisodes de Code Lyoko exclusifs à d'autres pays ? Pour rester dans les livres, commençons avec les Code Lyoko Chronicles. C'est une série de 4 romans qui vient combler le vide scénaristique laissé par la fin de la saison 4. Les histoires sont présentées comme étant écrites par Jérémy, mais le véritable auteur, ou plus probablement les véritables auteurs, sont inconnus. Ces livres ne prennent pas en compte les événements de Code Lyoko Evolution puisqu'ils sont sortis avant. Ils proposent donc du contenu exclusif qu'on ne retrouve pas dans les séries. Sauf que ces romans sont d'abord sortis en Italie, où Code Lyoko était encore en diffusion à ce moment-là, et que seulement 2 sont sortis en France faute de succès. Ce sont donc des histoires officielles Code Lyoko, des aventures officielles de nos Lyoko guerriers, qui n'existent pas en France. Mais heureusement, si vous souhaitez lire les 4 tomes, vous pourrez trouver une traduction de fans faite par l'équipe de codeloco.fr sur leur site. Les 4 chroniques sont également disponibles en néerlandais, en catalan et en basque, mais aucune n'a été traduite en anglais. Les titres des 4 livres sont Le château souterrain, La ville sans nom, Le retour du phénix et L'armée du néant. Les 2 premiers titres étant donc des traductions officielles et les 2 suivants des traductions de fans. Code Lyoko Evolution est bel et bien la suite officielle de Code Lyoko, mais elle a également été présentée comme nouvelle série. Cela se ressent dans certaines libertés qui ont été prises avec des éléments socles du lore, c'est-à-dire de l'univers, comme la disparition de Franz Hopper qui est passée de 1994 dans Code Lyoko à 2003 dans Code Lyoko Evolution. Les Chronicles, bien qu'elles prennent aussi quelques libertés, restent beaucoup plus proches de Code Lyoko en ce qui concerne cette backstory. Les puristes qui renient Code Lyoko Evolution trouveront ainsi dans les Chronicles une suite plus fidèle à Code Lyoko, mais aussi plus complète, puisqu'elle propose une véritable fin à l'histoire des Lyoko guerriers et à l'histoire de Franz Hopper, là où Code Lyoko Evolution reste très évasif. Ces livres proposent également un contenu qui cible un public un peu plus âgé que le dessin animé, avec des histoires de mystère et de complot. Sophie de Croisette, que je ne vous présente plus, et qui n'a pas participé à la rédaction de ces livres, a déclaré à leur sujet « Il a des similitudes, mais ce n'est en aucun cas identique. Cette histoire est beaucoup plus détaillée, mais certains éléments n'ont rien à voir avec ce que j'ai écrit.
voici quelques-uns des changements majeurs qui ont été apportés dans Chronicles par rapport à la série originale. D'abord, l'intégralité de la lutte que les héros avaient menée contre Xana, fortement évoquée au cours du premier tome, a été réinventée et raccourcie. Les Chronicles effacent aussi l'avancée temporelle de la série durant les saisons 3 et 4, et Jérémy, Aelita, Odd et Ulrich sont de retour en 4e et Yumi en 3e. L'ermitage a été téléporté à côté de Kadik. Il débouche directement sur le parc du collège et n'en est séparé que par un mur et une clôture. Et enfin, la pire trahison de toutes, Aelita et sa mère Antea n'ont plus les cheveux roses mais roux. Si jamais vous lisez les livres au format PDF sur les sites codedeco.fr, sachez que l'équipe du site est allée jusqu'à recolorer leurs cheveux en rose, pour que vous n'ayez pas à subir cet outrage. En plus de ces livres, il a existé de nombreuses autres exclusivités espagnoles. En 2011, déjà 4 ans après la fin de la première diffusion de Codedeco en France, la série est à son apogée en Espagne. Les Espagnols rachètent les droits, diffusent la série et tous les livres dont j'ai parlé plus tôt, et ils se lancent dans la production d'une panoplie de contenus exclusifs. De nombreux produits dérivés voient le jour en Espagne, des figurines, des albums de stickers, des vêtements, des mugs, des draps, mais aussi des caméras, des ordinateurs pour enfants ou encore des vélos à l'effigie des Lyoko guerriers. Vous aurez le lien en description pour découvrir tous ces produits dérivés. Les Espagnols créent également une série d'épisodes exclusifs à leur pays nommés Código Lyoko Plus ou Los Archivos de Jérémy, c'est-à-dire les archives de Jérémy. Ces nouveaux épisodes sont en fait fabriqués à partir de scènes des épisodes existants qui sont remontées pour former 12 épisodes de 10 minutes. Ces scènes existantes sont soit redoublées différemment par les doubleurs officiels espagnols, soit recouvertes par de la musique, soit recouvertes par des explications de Jérémy sur les personnages, les attaques de Xana, etc. Cuéntame qué pasa. En avril 2011, un grand événement est organisé à Madrid. On peut y faire du cosplay, répondre à un grand quiz, gagner des lots, et même obtenir une dédicace de Tania Palumbo, la directrice artistique de Code Lyoko et co-créatrice de Garage Kids. Aelita. Yumi. El primer premio es para el número 4. Un aplauso para Paula. Paula, hacia adelante. Más allá, dándonos algo más, se conseguirá como estrellas que todo van a iluminar. Le mois suivant, en mai 2011, une deuxième comédie musicale Code Lyoko, officielle celle-ci, se joue avec les doubleurs officiels espagnols de la série. Elle s'appelle la Memoria Perdita, soit la mémoire perdue. Codelyoko.fr abrite quelques photos de cette production, ce qui me permet de vous montrer ses costumes. Cool ou Cursed, vous ferez votre propre avis. Moi j'ai le mien. Revenons maintenant en France. Est-ce que vous saviez que Code Lyoko avait eu son magazine ? Un magazine français donc, consacré à Code Lyoko, a été produit par Panini, qui produit des bandes dessinées ou encore des albums de stickers tirés de dessins animés ou aussi des stickers de foot en France. Ce magazine se concentre sur l'actualité liée à Code Lyoko et se décrit comme un magazine ludique, comprenant à chaque numéro une bande dessinée d'une 30aine de pages, des jeux, des biographies des personnages et des expériences scientifiques menées par Jérémy. On y évoque également les gros sites fans. Bien que paru en juillet 2007, avant la fin de la première diffusion de Code Lyoko en novembre 2007, le magazine connaît un manque d'intérêt de la part des fans et seulement 3 numéros paraissent. Vous pourrez découvrir des PDF du magazine en description et vous savez qui remercier pour ça. Sur les 3 numéros du magazine, on retrouve 5 BD. La première est Secoué, BD paru également en livre individuel dont je vous ai parlé plus tôt mais sous un autre nom, Panique à l'usine. Dans le deuxième magazine, on retrouve les BD Abéyoïde et un vrai casse-skate. Et enfin dans le troisième magazine, les BD Le meilleur des deux mondes et Yumi Subdigital Groupie, dont je vous parlais dans la première partie de cet épisode il y a 2 semaines.
Code Lyoko a aussi eu 4 albums de stickers, dont 3 exclusifs à l'Espagne. Je possède le français, mais j'ai très peu de stickers dedans. 3 livres de jeux, dont 1 exclusif à l'Espagne, et un livre exclusif à l'Espagne avec des autocollants des Lyoko guerriers à recoller dans différents décors de Code Lyoko. Il existe également des PDF de jeux espagnols à imprimer pour construire les territoires du Lyoko et des plateaux de jeux thématisés pour les petits chevaux ou d'autres jeux, ainsi que 2 PDF français pour construire les figurines d'Ulrich et Yumi. Tous les liens sont en description, et vous savez grâce à qui. Mais si vous voulez jouer à Code Lyoko, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la cour de récréation comme moi, ou dans des livres de jeux papier. Est-ce que vous avez déjà joué aux jeux vidéo Code Lyoko ? En effet, Code Lyoko a été adapté en de nombreux jeux vidéo plus ou moins intéressants et plus ou moins officiels. Il existe 3 jeux principaux sur console. Le premier jeu est nommé sobrement Code Lyoko. Il est sorti sur Nintendo DS et s'inspire des 3 premières saisons du dessin animé. On y adopte 2 styles de jeu distincts. Dans les moments sur Terre, le jeu se déroule sous forme de point and click, et sur Lyoko, il s'agit d'explorer les territoires du monde virtuel en affrontant les monstres de Xana afin d'atteindre la tour et de la désactiver. Chaque personnage est jouable et possède son propre style d'attaque et un pouvoir spécial qui permet de franchir certains caps infranchissables pour les autres membres du groupe, reprenant bien sûr leur pouvoir dans les dessins animés. Le deuxième jeu, Code Lyoko Plongé vers l'infini, est sorti sur Wii, PS2 et PSP et est basé sur la 4e saison de la série. Le gameplay est le même que celui des passages sur Lyoko dans le jeu DS. Mais le jeu présente aussi une nouveauté, des niveaux dans la mer numérique où il faut conduire le skid. Et enfin, Code Lyoko Fall of Xana, deuxième jeu sur Nintendo DS, dont l'intrigue est similaire à celle du jeu Wii, mais qui utilise une interface et des mécanismes de jeu de type RPG. Personnellement, j'ai joué aux 2 sur DS, mais pas au 3e, et dans mon souvenir, ils sont pas incroyables. Vient ensuite le jeu Facebook Code Lyoko Social Game, développé par 3D Duo, sorti en 2011 pour promouvoir Code Lyoko Evolution. There is a world that is virtual and different. It can be so cold, makes us stand up for what's right. I hope still alive if we reset it to the start. Here we are going far to save all that we love. If we give all we've got, we will make it through. Here we are like a star shining bright on your world today. Make evil. Il avait été annoncé comme jeu gratuit dans les différents PDF de présentation, mais comprenait des achats dans le jeu. Au moment de sa sortie, un développeur avait même rejoint le forum de CodeLyoko.fr pour dialoguer avec les joueurs au sujet de leur retour et éventuels problèmes dans le jeu. Le social game a finalement disparu de Facebook en septembre 2019. Sur internet, il a également existé une palanquée de jeux Flash, c'est-à-dire des jeux sur navigateur web. Le Flash étant une technologie obsolète, comme je vous le disais, il est un peu technique de pouvoir faire tourner ces jeux aujourd'hui. Ces jeux Flash étaient développés par les sites des chaînes de télé qui diffusaient Code Lyoko et exclusifs à leur pays d'origine. En France, on a eu sur le site de France 3 Frelion Attack, un Space Invader où on incarnait Odd, un jeu France 3 sans nom où les niveaux étaient des labyrinthes où l'on pouvait incarner Yumi, Odd ou Ulrich et se déplacer au clavier pour retrouver Aelita et la guider jusqu'à une tour. Et le jeu Course Code Lyoko, pas besoin de vous expliquer le principe je pense, on pouvait y incarner Yumi, Ulrich ou Odd et conduire son véhicule. Et sur le site Canal J, on a eu la galaxie Code Lyoko où on contrôlait le skid dans la mer numérique, le concept était le même que dans le jeu pour console Fall of Xana, la bataille d'Aelita où il fallait taper une suite de caractères de plus en plus longues pour battre des ennemis, et la bataille d'Odd, un shooter. Il a aussi existé le jeu Mort des Frelions, un shooter avec une limite de temps d'origine inconnue. Aux États-Unis, sur le site de Cartoon Network, le premier diffuseur de dessins animés, les fans ont pu jouer à Monster Swarm, un jeu de plateforme où on incarnait Yumi. Et sur le site de Cabillon, qui a repris la diffusion de Code Lyoko après un désaccord entre la série et Cartoon Network, Manta Bomber, où on incarnait Odd qui devait attraper des objets qui tombaient du ciel, et Sector 2 Escape, un jeu où on incarnait Yumi sur son Overwing. Sur le site de Jetix Brésil, les joueurs ont pu jouer à Perdido Sem Lyoko, ou Perdu dans Lyoko, un shooter en point and click, et à Treinamento Anti-Xena, entraînement anti-Xana, un Space Invader. Et enfin, le jeu Code Lyoko le moins connu de tous était un jeu polonais de course de cartes sur la Terre et sur Lyoko vu de haut. Moonscoop avait aussi annoncé pour l'été 2012 la sortie d'un jeu RPG massivement multijoueur, donc en ligne. Je vous en parlais la semaine dernière, ce MMORPG avait d'abord été teasé dans le PDF de présentation de Code Lyoko Reloaded du 20 octobre 2008. Il était de nouveau évoqué pour la dernière fois dans le PDF fuité sur Code Lyoko Evolution d'avril 2012, qu'il annonçait donc pour l'été de la même année. Mais entre-temps, en 2010, un PDF de présentation dédié aux DVD, jeux vidéo et livres Code Lyoko en donnait d'autres images. Le MMORPG est finalement annoncé annulé en décembre 2012. Dans la foulée, Enfloot, la société qu'il développait, fait faillite.
Les seules sources d'informations sur le sujet sont en coréen et peu nombreuses. Cette situation reste donc encore aujourd'hui peu claire. Et enfin, toujours dans les jeux, mais un autre format plutôt insoupçonné pour Code Lyoko, est-ce que vous saviez que Code Lyoko avait failli avoir son jeu télévisé ? Toujours dans le PDF qui avait fuité en avril 2012, Moonscoop teasait un jeu télévisé du nom de Code Lyoko Challenge qui devait être lancé à l'automne 2012. Le ou les pays de destination ne sont pas précisés, mais c'était probablement les États-Unis. Le jeu était décrit comme suit. Code Lyoko Challenge est un jeu télévisé hautement conceptuel qui donne à une équipe de jeunes amis, des joueurs âgés de 10-11 ans, l'occasion de jouer les héros au cœur d'une simulation d'un drame futuriste. À travers une série de jeux, l'équipe se bat pour détruire le super-ordinateur doté d'une intelligence artificielle connu sous le nom de Xana, qui a infecté l'unité centrale de traitement de Lyoko et menace de la détruire afin de se libérer du super-ordinateur et de prendre son destin en main. Avec des jeux conçus pour être aussi agréables à regarder qu'à jouer, les équipes seront confrontées à de véritables défis qui nécessiteront un travail d'équipe et de la rapidité, et qui feront appel à la mémoire, à la résolution d'énigmes et à l'effort physique. La clé est qu'elles doivent être capables de travailler en équipe car tous les défis reposent sur la collaboration des joueurs. On peut donc imaginer une sorte de Fort Boyard futuriste pour enfants et en équipe. Situé dans un environnement visuellement passionnant et imaginatif, le spectacle tirera la meilleure partie de la lumière, des couleurs et des projections. Rappelant les derniers jeux de science-fiction en ligne, ce look sera rendu possible grâce à l'expérience du producteur dans la production d'animation et de graphismes de haute qualité pour d'autres émissions. La santé et la sécurité étant en premier plan, chaque épisode sera produit selon une structure rigoureuse qui permettra un traitement rapide des enregistrements. Je vois pas le rapport, mais ok. On pouvait donc comprendre qu'un producteur était déjà choisi et qu'on n'était plus juste à l'étape d'ébauche d'un projet. Malgré cela, ce jeu n'a jamais existé. Est-ce que vous auriez aimé le voir ? Ou même y participer ? Et voilà, c'était mon tout dernier fait. Je me suis vraiment amusée à rédiger ces épisodes, à chercher des informations, à apprendre des choses, à chercher un angle, comment amener chaque sujet, comment diviser en 3 parties, intégrer les images, etc. Et j'espère que vous vous êtes amusés autant que moi à regarder ces vidéos et à découvrir ou redécouvrir certains faits. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez appris ou s'il y a des faits que vous connaissez que j'ai oubliés. Merci beaucoup à tous et toutes de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouveaux sujets dans mon podcast Le Haut d'Antoc.